C'était la femme d'El Chapo suppliant le gouvernement américain de donner à son mari un meilleur traitement que celui qu'il reçoit à l'ADX Florence. Pourquoi? La prison Supermax est le pire endroit sur Terre, et n'importe qui supplierait d'aller en enfer plutôt que de rester ici. C'est pourquoi la prison Supermax d'El Chapo est pire que la mort. Chaque détenu de l'ADX passe 23 heures en isolement chaque jour. Et même lorsqu'ils ont la chance de se déplacer dans un espace court, ils le font avec les jambes enchaînées. Leurs chambres sont construites de manière à ce qu'ils ne puissent pas voir à quoi ressemble l'extérieur. Donc même si vous êtes Michel Schofield ou Ray Breslin, s'évader de cette prison est presque impossible. Ne parlons même pas des murs extérieurs et de la sécurité renforcée au-delà des murs. L'ADX est un endroit fou où personne ne devrait se trouver. En voyageant à travers les murs de cette prison, vous réaliserez pourquoi l'ADX est dit être pire que la mort. Et vous vous demanderez comment El Chapo a-t-il fini dans cette prison? Vous voyez, El Chapo est un célèbre baron de la drogue qui a commis plus de crimes que ce que l'on peut voir en surface. Mais ce n'était même pas la raison pour laquelle il a été envoyé à l'ADX. Il a entrepris un parcours fou depuis sa première arrestation jusqu'à la dernière, le menant à la pire prison du monde. Son parcours a débuté à sa naissance dans le petit village rural de Badiraguato, dans l'état de Sinaloa. Né le jour de Noël, ou peut-être le 4 avril 1957, selon la source racontant son histoire. El Chapo s'appelait Joaquin Guzman. Il est malheureusement né dans une famille pauvre et de surcroît, élevé par un père abusif profondément impliqué dans le commerce de la drogue. Cependant, Guzman n'est pas resté longtemps chez lui. Il avait été expulsé du foyer familial dans son adolescence et contraint de se débrouiller. Avec peu d'opportunités d'emploi dans sa ville natale, Guzman s'est tourné vers le commerce de son père, en vendant de la drogue. Et à l'âge de 15 ans, il avait cultivé sa plantation de marijuana. C'est à cette époque que Guzman a gagné le surnom que nous lui donnons tous aujourd'hui, El Chapo, ce qui signifie le petit. Oui, il mesure seulement 1,70 m, mais ce petit n'est pas à sous-estimer. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il entre dans le monde du crime organisé de manière sérieuse et commence à travailler pour le baron de la drogue Hector Palma, connu sous le nom d'El Güero ou Blondie, à la fin des années 1970. À l'époque, El Chapo supervisait le mouvement de drogue dans la région de Sinaloa et vers la frontière américano-mexicaine. El Chapo est ambitieux et impitoyable depuis longtemps, et c'est ce qui lui a valu sa position forte assez tôt. Il était connu pour ne montrer aucune pitié. Il regardait les trafiquants qui se livraient à des livraisons tardives dans les yeux et leur tirait directement dans la tête. Au début des années 80, il a été promu pour travailler pour Félix Gallardo, connu sous le nom d'El Padrino, le parrain. Il était le principal baron de la drogue au Mexique à l'époque et chef du cartel de Guadalajara. El Chapo a été chargé de la logistique et a été chargé de coordonner les expéditions de drogue de la Colombie vers le Mexique en raison de son caractère impitoyable. Mais le règne de Gallardo a rapidement pris fin. Il a été arrêté en 1989 pour le meurtre d'un agent du DEA. Son arrestation a ébranlé le milieu et a conduit à une division, menant El Chapo et quelques autres à former le cartel de Sinaloa. À l'époque, El Chapo était déjà sur le radar des autorités américaines, car il était considéré comme l'un des trafiquants de drogue les plus puissants du Mexique. Au cours des années suivantes, El Chapo a profité des répressions contre les cartels colombiens pour accroître sa part de marché. Rapidement, son empire a commencé à acheminer des expéditions de cocaïne de plusieurs tonnes de Colombie vers les États-Unis via de multiples canaux de transport. Une partie de son succès résidait dans sa créativité dans ces domaines de transport. Parmi les exemples, citons le trafic de poudre de cocaïne à l'intérieur d'extincteurs et de canettes étiquetées « piment chili ». Son cartel était également impliqué dans la production et la distribution de méthamphétamine, d'héroïne, d'ecstasy et de marijuana. Il n'a pas fallu longtemps avant que le cartel de Sinaloa ait des opérations sur 5 continents et dans près de 50 pays, ce qui en fait l'organisation de trafic de drogue la plus puissante du monde. Mais à mesure qu'il grandissait, sa chute se rapprochait. Ce n'était pas si facile de le capturer, mais une chose en entraînant une autre dans le cas d'El Chapo, c'est les événements qui ont conduit à l'arrestation d'El Chapo. L'un des rivaux archi des Sinaloans à l'époque était l'organisation Arellano Félix,
basé à Tijuana, qui est un autre lieu géographique clé pour le trafic. Les deux groupes jouaient un jeu violent de l'œil pour l'œil au début des années 90, jusqu'à ce qu'un incident particulièrement fatal se produise sur le parking de l'aéroport Miguel Hidalgo, Icostilla de Guadalajara, le 24 mai 1993. Plusieurs personnes ont été laissées pour mortes, y compris un évêque catholique. Cette fusillade a propulsé les deux cartels et leurs dirigeants sous les feux de la rampe au Mexique et au-delà. Ce qui s'est passé ce jour-là est encore débattu, mais l'histoire officielle dit que des tireurs, dont certains ont été recrutés parmi un sous-groupe du gang de rue Logan Heights de San Diego, ont été engagés par l'organisation Arellano Félix et chargés de tuer El Chapo. Ils savaient qu'El Chapo serait à l'aéroport ce jour-là, donc ils l'attendaient patiemment. Et dès qu'ils aperçurent un véhicule qu'ils croyaient être celui d'El Chapo, une grande marquise blanche. Ils ont ouvert le feu, mais à l'intérieur de la voiture se trouvait le cardinal Juan Jesus Posadas Ocampo, vêtu d'habits cléricaux et accompagné de son chauffeur. Ocampo a été criblé de 14 balles à bout portant, tandis que son chauffeur a été touché 11 fois. El Chapo et son entourage se trouvaient également à proximité dans leur voiture quand l'un des gardes du corps aperçut le tireur. Chapo s'est enfui, craignant pour sa vie, et en est resté indemne. Mais avant que l'escouade d'exécution ne prenne rapidement la fuite, 7 personnes étaient laissées pour mortes. Ce sont là tous les faits connus sur cet incident, jusqu'à ce qu'un fonctionnaire du bureau du procureur général de Guadalajara déclare que 20 tireurs étaient impliqués. 2 suspects ont été capturés. Un total de 26 balles ont frappé le véhicule d'Ocampo et 20 autres balles ont touché un véhicule voisin. L'Église catholique n'achetait pas exactement la version officielle au pied de la lettre, et la controverse entoure toujours le meurtre. Mais encore une fois, les autorités soutenaient que la mort résultait d'une erreur d'identité et que la violence était alimentée par la rivalité entre la famille Arellano Félix, basée à Tijuana, et la faction Sinaloan, dirigée par El Chapo et Ismael Zambada, connu sous le nom d'El Mayo. Cet incident, cependant, a poussé le Mexique à offrir une récompense de 15 millions de pesos pour la capture de Benjamin et Javier Arellano Félix, ainsi qu'El Chapo et Héctor Luis Palma. El Chapo a rapidement fui vers le Guatemala, où il a opéré sous l'alias José Luis Ramirez. Mais avant qu'il ne s'enfuit, le meurtre du cardinal Ocampo et la chasse à l'homme qui a suivi l'avaient déjà propulsé sur la scène mondiale pour la première fois. Dans le même temps, les agences d'application de la loi des États-Unis, du Mexique et d'Amérique centrale rassemblaient les pièces du puzzle de son rôle et de son contrôle sur les expéditions de drogue majeures. Un exemple est lorsque El Chapo a été secrètement photographié par des agents salvadoriens dans un bar à San Salvador en avril. Ils ont travaillé sans relâche pour rassembler des preuves contre lui et ont élaboré un plan pour l'arrêter. Mais avant qu'il ne puisse agir, le Guatemala l'a d'abord attrapé. Le 9 juin 1993, El Chapo, sa prétendue amante Maria del Rocio del Villar Becerra et 4 autres compagnons ont été arrêtés près de la frontière mexicaine. Immédiatement, El Chapo a été remis aux autorités mexicaines et conduit à la prison d'Almoloya, connue sous le nom d'Altiplano, située à environ 80 km à l'est de Mexico, où les prisonniers étaient exposés aux médias. Lors de l'interrogatoire, El Chapo a admis qu'il était à l'aéroport lorsque les coups de feu ont éclaté et a affirmé avoir vu un ou plusieurs des membres des Arellano Félix sur les lieux. Il a également déclaré aux enquêteurs qu'il avait échappé à la fusillade dans un taxi et quelques jours après, il s'est conduit lui-même à la région mexicaine bordant le Guatemala. Le 10 juin 1993, Chapo, vêtu de tenue de prison, se tenait sous une pluie fine alors que des journalistes posaient à moi des questions. Ses réponses étaient toutes brèves, niant avoir jamais utilisé d'armes et insistant pour dire qu'il cultivait du maïs et des haricots. Plus tard dans le mois, les autorités au Salvador ont intercepté une importante expédition de cocaïne et arrêté plusieurs des associés d'El Chapo, reliant davantage les points de son empire. Cela a été une grande avancée dans l'affaire d'El Chapo, et ce progrès a été célébré dans toute la police, comme si c'était la fin des problèmes du monde. Mais ils ne savaient pas qu'ils venaient juste de capturer Houdini des criminels. En novembre 1995,
El Chapo a été transféré à la prison de Puente Grande, et il vous surprendrait de savoir qu'il vivait vraiment dans le luxe en prison. C'était une vie folle, un peu différente de celle qu'il menait à l'extérieur. Selon la journaliste mexicaine Anabel Hernandez, dans son livre Emma et l'autre femme narco, El Chapo et Héctor Luis Palma, Salazar se livrait à des exploits sexuels avec des prostituées de l'extérieur. Même lorsqu'il ne pouvait plus obtenir de femmes de l'extérieur, il payait des infirmières, des femmes de ménage et des cuisiniers travaillant dans le système pénitentiaire. Il dînait également avec des plats à emporter chers et recevait des envois de Viagra. Comme vous l'avez probablement deviné, le style de vie hédoniste d'El Chapo en prison était rendu possible par des pots de vin et financé par des envois réguliers d'argent de son cousin, un autre baron de la drogue redoutable, Arturo Beltrán Leiva. Mais la fête était sur le point de se terminer. En 2001, El Chapo a commencé à planifier son évasion des murs de la prison et ses plans étaient motivés par un mot, extradition. Une fois qu'il a appris qu'un accord entre le Mexique et les États-Unis était imminent, son complot a été mis en action. Le 19 janvier 2001, il a soit roulé, soit marché hors de la prison de Puente Grande et est resté en cavale pendant plus d'une décennie. Le moment dramatique dans une salle d'audience de Brooklyn aujourd'hui, le roi de la drogue mexicain, Joaquín El Chapo Guzmán. À l'époque, El Chapo n'était pas encore un phénomène culturel. Tout a commencé en 2009 lorsqu'il a été listé par Forbes. Selon le numéro de mars 2009 de Forbes, El Chapo était classé numéro 701 avec une valeur de 1 milliard de dollars dans la liste des personnes les plus riches. Il a de nouveau été mentionné en novembre, au numéro 41, sur la liste des personnes les plus puissantes du monde. C'est le foyer de l'un des criminels narcos les plus notoires et sanguinaires de tous les temps. Le magazine a été critiqué tant au niveau national qu'international pour avoir inclus El Chapo, mais ce n'était certainement pas la première fois que la publication avait nommé un baron de la drogue sur l'une de ses listes. À un moment donné, il a également listé Pablo Escobar. C'est ainsi que la présence d'El Chapo sur la liste est devenue un argot bien connu au Mexique. Vous avez probablement vu des gens publier le nombre 701 sur les réseaux sociaux et cela vous a rendu tout confus. Ne soyez pas surpris, il n'était qu'en train de crier chapeau par son classement Forbes. Mais après 10 ans, El Chapo a été repris en 2014 et enfermé dans la première prison où il avait purgé sa peine, Altiplano. Encore une fois, il n'a pas perdu de temps à planifier une évasion. Un exploit d'ingénierie colossal a créé le tunnel de tous les tunnels. Il menait directement depuis le sol de la douche de sa cellule de prison, sous terre, jusqu'à une maison en construction près de la prison. Le soir du 11 juillet 2015, El Chapo s'est échappé du Centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1 en passant par un tunnel de 1,5 km trouvé dans la zone de douche de sa cellule. Il est resté libre pendant 6 mois et a finalement été confronté à nouveau à sa plus grande peur, l'extradition. El Chapo a été extradé vers les États-Unis en 2017 et a été condamné par un tribunal fédéral à New York en 2019. Il a alors écopé d'une peine de réclusion à perpétuité, plus 30 ans. Mais le palmarès d'évasion d'El Chapo a poussé les autorités à redoubler d'efforts. Il a été envoyé à l'ADX, Florence. Le Supermax, c'est la vie après la mort. C'est une longue durée. À mon avis, c'est beaucoup plus horrible que la mort. Ce sont les mots de Robert Hood, chroniqueur actuel et ancien directeur de l'ADX de 2002 à 2005. L'ADX Florence, également connu sous le nom d'ADX Florence, Florence AdMax, Supermax ou l'Alcatraz des Rocheuses, est une prison d'administration maximale de sécurité située dans le comté de Fremont, près de Florence, dans le Colorado. Elle est gérée par le Bureau fédéral des prisons, une division du département de la justice des États-Unis. Elle a été ouverte en 1994 et classée comme une prison supermax ou unité de contrôle, qui fournit un niveau de détention plus élevé et plus contrôlé qu'une prison de haute sécurité. En général, les prisons supermax sont conçues pour accueillir des détenus qui représentent des menaces extrêmes pour la sécurité. Les prisonniers ont peu ou pas de temps à l'extérieur de leurs cellules. Il y a très peu d'activités et très peu de contact avec d'autres humains. L'ADX Florence est considérée comme un exemple précoce de ce qui allait devenir le modèle Supermax. Elle fait partie du complexe correctionnel fédéral de Florence,
qui est située sur 49 acres de terrain et abrite diverses installations avec des degrés de sécurité différents. Elle a été commandée lorsque le Bureau fédéral des prisons avait besoin d'une unité conçue spécifiquement pour le logement sécurisé de ses prisonniers les plus capables de violences extrêmes et soutenues envers le personnel ou d'autres prisonniers. Et oui, certains incidents atroces ont conduit à la création de l'ADX Florence. Par exemple, à la prison américaine de Marion en 1983, il y a eu 2 incidents violents où des agents correctionnels ont été poignardés à mort. En conséquence de telles attaques impitoyables de prisonniers, il est devenu nécessaire d'instaurer des prisons de sécurité plus élevées. Et bientôt, cela est devenu le foyer des criminels les plus dangereux et notables des États-Unis. La prison abrite des chefs criminels de divers gangs violents, ainsi que des terroristes nationaux et internationaux issus de grandes organisations comme Al-Qaïda. Et cela parce qu'il est impossible de s'évader de cette prison. Maintenant, il est temps de faire un voyage à travers les murs de la prison, la plus folle du monde. Et nous commencerons par examiner les cellules de la prison. La majorité des installations est au-dessus du sol, sauf pour un couloir souterrain qui relie les blocs de cellules au hall d'entrée. Chaque cellule de Supermax dispose d'un bureau, d'un tabouret et d'un lit, qui sont presque entièrement en béton coulé. Il y a également des toilettes qui se ferment en cas de blocage, une douche qui fonctionne sur minuterie pour éviter les inondations, et un lavabo sans robinet potentiellement dangereux. Les chambres peuvent également être équipées de miroirs en acier poli fixés au mur, d'une lumière électrique qui ne peut être éteinte que par télécommande, d'une radio et d'une télévision diffusant des émissions récréatives, éducatives et religieuses. Quelle est la vie à l'extérieur? Aucun des détenus ne peut le savoir car les fenêtres de 4 par 4 sont conçues pour empêcher les détenus de connaître leur emplacement spécifique dans le complexe. Ils ne peuvent voir que le ciel et le plafond à travers ces petites fentes de fenêtres. Il est donc pratiquement impossible de planifier une évasion. Contrairement à d'autres prisons qui permettent un espace d'exercice ouvert, les détenus de Supermax s'exercent dans une fosse en béton qui ressemble à une piscine vide. Elle est également conçue pour les empêcher de connaître leur emplacement dans l'établissement. La fosse est suffisamment grande pour qu'un détenu puisse marcher 10 pas en ligne droite ou 30 et un pas en cercle. Et si vous pensez qu'il y a une salle à manger comme dans plusieurs prisons, vous avez tort. Dans le Supermax, la nourriture est livrée à la main à chaque détenu par les agents correctionnels. En outre, il dispose d'un programme de 3 ans qui maintient les détenus dans leurs cellules 23 heures par jour pendant la première année, puis les socialise progressivement avec d'autres détenus et le personnel. Au cours de leur dernière année, les prisonniers peuvent sortir de leurs cellules de 6 heures à 22 heures et prendre leur repas dans une salle à manger commune, au lieu de recevoir de la nourriture par le biais d'une fente dans la porte de leur cellule en acier. En ce qui concerne l'éducation et les loisirs, chaque installation du complexe de Florence offre diverses opportunités éducatives et de nombreux programmes aux détenus. Pour éduquer les prisonniers, des programmes tels que le programme de développement de l'éducation générale, l'éducation continue pour adultes, l'éducation professionnelle pour adultes et l'anglais comme langue seconde sont disponibles. Tout détenu qui le souhaite peut également participer à des formations professionnelles et à des programmes pour parents. En particulier, le programme récréatif encourage un mode de vie actif et permet aux détenus de s'intéresser à de nouveaux passe-temps et activités. Il propose des activités telles que des sports d'équipe, des cours de bien-être et de l'artisanat pour les détenus. Bien que ces programmes soient disponibles, les prisonniers sont toujours sous verrouillage de 23 heures dans leurs cellules et n'ont que 5 heures de temps récréatif chaque semaine. Même si quelqu'un a l'idée de tenter de s'évader avec les caractéristiques mentionnées ci-dessus, non, l'ADX Florence pris dans son ensemble contient une multitude de détecteurs de mouvement, de caméras et de 1400 portes en acier contrôlées à distance. Les agents du centre de contrôle de la prison surveillent les détenus 24 heures sur 24 et peuvent activer un bouton de panique qui ferme toutes les portes de l'établissement en cas de tentative d'évasion. Bien qu'il y ait des criminels aguerris dans cette prison, les détenus sont logés et classés à 6 niveaux de sécurité différents, à savoir les unités de population générale, l'unité de logement spécial, l'unité de sécurité spéciale, l'unité de contrôle, les unités intermédiaires ou de transition et la rangée 13. Ces niveaux de sécurité ne sont pas seulement des noms, ils ont des objectifs ou des missions spéciales pour les détenus qui les occupent.
Par exemple, l'unité de contrôle abrite des détenus qui ont commis de graves violations de conduite ou des actes de violence dans d'autres établissements. Elle accueille également des membres de haut niveau d'organisation considérés comme une menace, comme les gangs en prison. Les unités de logements spéciaux abritent des membres de groupes terroristes désignés par le département de la justice ou des détenus ayant fait l'objet de mesures administratives spéciales. Quant à la rangée 13, c'est une aile spéciale de 4 cellules au sein de l'unité de logement spécial pour des détenus qui nécessitent un contrôle très strict au sein de l'ADX. Si un détenu parvient à sortir des cellules de prison, des capteurs de pression et des clôtures de barbelés de 3,6 mètres entourent le périmètre, patrouillés par des agents lourdement armés. Et comme si cela ne suffisait pas, des faisceaux laser et des chiens d'attaque protègent la zone, entourant les clôtures périphériques de la prison. Ces structures et mesures de sécurité ne sont pas vraiment ce qui rend l'ADX pire que l'enfer. Mais l'isolement cellulaire est ce qu'il fait à l'esprit. Selon des médecins, l'isolement et la privation sensorielle ont des effets immédiats et durables sur les cerveaux et les corps des prisonniers, comme en témoignent les expériences des prisonniers de guerre américains au Vietnam. Ces détenus n'ont qu'un contact régulier avec d'autres humains pendant de brèves périodes, lorsqu'on leur apporte leur repas et qu'on les escorte dans la cour. Un rapport de 2014 d'Amnesty International a révélé que les prisonniers d'ADX passent régulièrement des jours entiers avec seulement quelques mots prononcés à leur intention. Les effets de l'isolement à long terme vont de la dépression et de l'anxiété à des hallucinations complètes et des ruptures psychotiques. Selon le New York Times, il existe une histoire troublante d'un détenu d'ADX nommé Jack Powers, emprisonné pour vol et envoyé à l'ADX après s'être évadé d'une autre prison. L'isolement a fait sombrer Powers dans la folie. Il s'est coupé les lobes d'oreille, a mâché un doigt et s'est éclaté la tête pour injecter son cerveau avec un liquide chargé de bactéries. Des détenus qui ont réussi à sortir de prison ont également décrit l'ADX comme l'endroit le plus sévère qu'ils aient jamais vu. Si vous n'avez aucune idée de ce que signifie être isolé, pensez à la façon dont vous vous êtes senti la dernière fois que vous avez passé une journée entière seul, sans parler à personne. C'est le pire cauchemar de tout détenu, et une fois que vous y entrez, il est presque impossible d'en sortir. Autant la plupart des gens croient que cette prison a les conditions les plus sévères. Certains estiment qu'elles sont justifiées pour les détenus logés à l'ADX en raison des crimes qu'ils ont commis. Pour comprendre pourquoi cela est perçu comme une punition bien méritée, faisons un rapide arrêt aux cellules des terreurs à l'ADX. Avez-vous une idée de qui est le responsable de l'attentat des Jeux Olympiques d'Atlanta? Voici Eric Rudolph, l'homme qui a confortablement occupé la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI avant son arrestation en 2003. Il était recherché pour avoir orchestré une série d'attentats motivés par des raisons anti-gays et anti-avortement en Géorgie et en Alabama. Le 27 juillet 1996, Rudolph a fait exploser le parc olympique centenaire à Atlanta pendant les Jeux olympiques d'été, tuant une personne et blessant 111 autres. Rudolph a ensuite publié une déclaration expliquant qu'il avait planifié l'attaque pour embarrasser le gouvernement américain en raison de l'autorisation de l'avortement. Il a passé plus de 5 ans en tant que fugitif dans la nature appalachienne, s'accrochant aux franges de la société. Mais lorsque les plantes et les insectes se sont révélés insuffisants, Rudolph a fouillé dans les poubelles pour trouver de la nourriture dans les villes environnantes. C'est lors de l'une de ces incursions dans les poubelles que Rudolph a enfin été arrêté par un jeune policier derrière un magasin Save-A-Lot à Murphy, en Caroline du Nord. Il n'est pas le seul bombardeur là-bas. Il y a aussi Terry Nichols, le responsable de l'attentat d'Oklahoma City. Le 19 avril 1995, une bombe a tué 168 personnes dans l'Alfred P. Murrah Federal Building d'Oklahoma City. Cette bombe a été placée dans un camion à proximité par Terry Nichols et Timothy McVeigh. Nichols a rencontré McVeigh alors qu'il servait dans l'armée, et les deux, qui partageaient une haine du gouvernement et des personnes noires, sont devenus de bons amis. Nichols est devenu de plus en plus radical dans ses opinions anti-gouvernementales et a tenté de renoncer à sa citoyenneté américaine 2 fois en 1992. Lorsque McVeigh a été libéré de l'armée à la fin de 1991, les deux ont vécu ensemble par intermittence. Une nuit, alors qu'ils regardaient la télévision dans la ferme de Nichols au Michigan,
Les nouvelles ont révélé que l'ATF, l'armée et le FBI avaient tendu une embuscade à un complexe religieux à Waco, au Texas. Après cela, Nichols et McVeigh, enragés, ont commencé à planifier leur vengeance contre le gouvernement fédéral. McVeigh a été arrêté le jour de l'attentat, jugé et condamné à mort, et en 2001, il a été exécuté. Peu après l'explosion, Nichols s'est rendu et a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Vous devez également connaître le célèbre bombardier en sous-vêtements nommé Umar Farouk Abdul-Muttalab. C'était un musulman pieux qui a étudié l'ingénierie au University College London avant de se rendre au Yémen pour étudier l'arabe en août 2009. Là-bas, il a organisé une attaque le jour de Noël sur le vol 253 de Northwest Airlines avec l'aide de terroristes associés à Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Alors que l'avion, en provenance d'Amsterdam, approchait de sa destination finale à Détroit le 25 décembre 2009, Abdul-Muttalab, alors âgé de 23 ans, est allé aux toilettes et a placé un dispositif explosif fait maison dans son sous-vêtement. La bombe a mal fonctionné, provoquant seulement un petit incendie et laissant Abdul-Muttalab avec des brûlures au premier et au deuxième degré sur les jambes. Il a été immédiatement arrêté et a avoué peu après. Il purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité à l'ADX sans possibilité de libération conditionnelle. Cette liste ne serait pas complète sans parler du comploteur des attentats du 11 septembre. Zacharias Moussaoui, connu comme le 20e pirate de l'air, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral d'avoir conspiré pour tuer des citoyens américains dans le cadre des attentats du 11 septembre. Pour son implication, il a également été condamné à une peine de réclusion à perpétuité à l'ADX sans possibilité de libération conditionnelle. Enfin, parlons de l'Unabomber nommé Ted Kaczynski. Son cas est un peu différent et surprenant car il a eu un début prometteur. Il a été accepté à Harvard à l'âge tendre de 17 ans et a étudié les mathématiques avancées à l'université de la Ivy League. Cependant, entre 1978 et 1995, il a envoyé 16 bombes à des universités et des installations à travers le pays, tuant 3 personnes et en blessant 23 autres. Il a finalement été identifié grâce à l'aide de son frère qui suspectait qu'il était l'Unabomber. Il purge également une peine de réclusion à perpétuité à l'ADX actuellement. Au milieu de ces conditions sévères de l'ADX, El Chapo a pris le temps d'écrire des lettres au gouvernement. El Chapo lui-même a adressé l'enveloppe à la main et a apposé une paire de timbres Purple Heart américains pour garantir la livraison depuis la prison Supermax du Colorado jusqu'à un tribunal fédéral à New York. Tout seul en régime d'isolement, il n'y a aucun doute qu'il a beaucoup de temps pour écrire des lettres, y compris une récente à Brian Cogan, diplômé de l'Université de l'Illinois, juge senior désormais dans le district Est de New York. Il commence sa lettre de manière désolée, en écrivant qu'il est désolé de le déranger à nouveau. Il écrit au juge pour lui demander de pouvoir voir sa femme, Emma Coronel, l'ancienne reine de beauté, qui réside maintenant en Californie. Il a également mentionné qu'il lui manque ses enfants et qu'il souhaiterait que le juge leur permette de lui rendre visite, étant donné qu'ils ne peuvent le faire que pendant les vacances scolaires. Enfin, El Chapo a demandé 2 appels de 15 minutes par mois. Mais au lieu de considérer sa demande, les autorités s'inquiètent de la possibilité qu'El Chapo s'échappe à nouveau. Bien que personne ne soit jamais échappé du Supermax, quelles sont les chances qu'El Chapo quitte l'ADX? Ce que croient les activistes des droits de l'homme, c'est que les conditions sont trop sévères pour tout être humain. Pourquoi beaucoup soutiennent que les criminels méritent ce type de punition? Nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'ils sont aussi des humains. Et quoi que soit l'impact sur les humains en général, cela devrait également les affecter. Mais si nous essayons de revenir à l'histoire et à la raison pour laquelle cette prison a été construite, nous réaliserons qu'elle n'a pas été construite pour chaque criminel, mais pour des criminels endurcis comme El Chapo. Sur les plus de 300 détenus dans la prison, certains ont été transférés dans une prison de moindre sécurité pour leur bonne conduite. Dans le cas d'El Chapo, s'il maintient une bonne conduite en prison, ses avocats peuvent faire appel et espérons-le, cela sera considéré. Mais c'est vraiment difficile à cause du parcours criminel d'El Chapo, de ses évasions et de sa mauvaise conduite dans les prisons précédentes. Peut-être est-il temps pour El Chapo de dire adieu à sa liberté
et de continuer à vivre sa vie tranquillement dans cet enfer appelé l'ADX. Merci de votre attention. À bientôt dans la prochaine vidéo.